j'avais commencé en disant que le groupe professionnel s'était multiplié. Donc on a bien une multiplication importante du nombre d'agents. Alors ici, je vous propose de tenir compte que des lignes continues ou discontinues, mais pas des points. Donc c'est l'enquête emploi de l'INSEE. Et donc on voit bien qu'on a une courbe ascendante qui, de 83 à 2008, on ne peut pas enlever ce... Évidemment. Voilà, de 83 à 2008 montre une multiplication importante du nombre d'agents. Alors, entre 83 et 2008, multiplication par 5,16, on arrive à 220 000 personnes en 2008. Entre 2003 et 2008, puisqu'en 2003, il y a un changement de nomenclature et les métiers de la formation sont définis de manière un peu différente, on arrive quand même à 168 000 individus, ce qui est un groupe important. Et en 2003, les moniteurs d'auto-école sont distingués des formateurs, et donc on arrive à 148 000 individus. Ce qui est frappant, c'est que la croissance reste continue. Donc c'est les petites lignes rouges et oranges et pointillées, comprennent les cadres, les formateurs, il y a 2 catégories à l'INSEE, comprennent les cadres ou les formateurs. Il y a une croissance continue, et y compris dans les dernières années. Depuis les années 70, les formations au métier de la formation sont passablement développées. Les premiers DUFA sont créés, là je n'ai pas l'historique complet, mais à Lille et à Dauphine, à ma connaissance, au début des années 70, 73, 74, quelque chose comme ça. Ils n'ont cessé de se développer. Le Centre Info produit régulièrement donc des compilations de toutes les formations, avec les adresses, etc. Et on passe de 178 à 320 diplômes entre 1993 et 2005. Et donc on a bien un développement continu des formations, mais pour autant, si on regarde, on a des licences, des masters pro, etc. Si on regarde le niveau de formation des agents de la formation, on s'aperçoit que 12% n'ont pas dépassé le brevet des collèges. Donc ça, c'est le niveau des professionnels en exercice qui sont identifiés par l'INSEE, c'est-à-dire qui répondent à la question « Quelle est votre profession ?», qui répondent formateur ou cadre de la formation, avec diverses appellations. On pourra les voir en détail si on me donne 5 minutes de plus à la fin, mais j'en doute. Et donc, c'est assez long. Et donc, 12%, 38% en niveau inférieur ou égal au bac, 15% sont titulaires d'un diplôme de 3e cycle. Et donc c'est valable chez les cadres comme chez les formateurs. Les formateurs ont un niveau inférieur ou égal au bac pour 50% et 31% un niveau... Ce qui n'est pas étonnant. Quoi de mieux qu'un boulanger de bonne qualité pour former des boulangers ? Il n'y a peut-être pas besoin qu'il ait un 3e cycle pour devenir formateur en boulangerie. Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je ne voudrais pas trancher, mais... Voilà. Alors, le développement de la formation et de l'offre de formation, aujourd'hui, donc 125, enfin en 2006, 125 diplômes universitaires, 82 masters, 41 masters recherche. Ça, c'est la comptabilité du Centre Info. 1352 organismes proposent les formations au métier de la formation. Des organismes privés associatifs, des organismes privés à but lucratif, l'éducation nationale, le secteur consulaire et le secteur public hors éducation nationale. Là, on voit de manière très visible ce qui constituait l'opposition entre la FREF et les GARF et Malglaive, c'est qu'un système universitaire coexiste avec un système privé qui va former des formateurs en 2 jours, en une journée, si c'est bien fait, et voire en 3 ou 4 jours éventuellement, mais donc il y a une coexistence de 2 systèmes de formation. L'un qui est une formation à l'animation rapide de cadres qui ont d'autres activités, et l'autre une formation qualifiante, diplômante ou certifiante qui va être plus longue. Voilà. Donc ça, c'est la comptabilité du Centre Info. Donc les niveaux de formation montrent qu'il y a un éclatement du groupe, puisque certaines personnes ne sont pas ou peu diplômés, et d'autres sont au contraire très diplômés. Niveau 1, c'est quand même une proportion importante. On voit
que le niveau monte, comme disaient les auteurs. On voit que le niveau des agents de la formation monte de manière importante. Mais quand on analyse ce tableau, donc si on compare 86 et 2006, eh bien, il faut garder en tête qu'en 2006, il y a 5 fois plus d'individus, là c'est des pourcentages, il y a 5 fois plus d'individus qu'en 86. Et donc, ce qui constitue 12% en 2006 de gens qui sont peu diplômés, eh bien finalement, ils sont plus nombreux qu'ils n'étaient en 86. Le niveau moyen monte, mais le groupe continue à intégrer des gens qui ne sont pas titulaires de diplômes importants. Le type de diplôme est aussi très éclaté, puisque toujours selon l'INSEE, dans l'enquête emploi, on a donc c'est une nomenclature à 100 catégories, à 100 modalités, et on a beaucoup de modalités qui ont un pourcentage d'agents de la formation inférieur à 2%. Donc les gens ont suivi des formations, vous voyez, il y a coiffure, les gens ont suivi des formations très diverses. Alors, si on passe maintenant aux conditions d'emploi, on s'aperçoit qu'il y a le même éclatement. On a 6% de la population qui est indépendante, 24% qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée, 32% à temps partiel, et 13% considèrent être en sous-emploi. C'est une question qui a été introduite dans l'enquête emploi, c'est-à-dire travailler moins qu'ils ne souhaiteraient ou dans des conditions où leurs qualifications ne sont pas utilisées autant qu'elles pourraient l'être. Et 5% des cadres et 16% des formateurs affirment être à la recherche d'un autre emploi. Autrement dit, ils ne sont pas satisfaits de leur situation professionnelle. Donc, dans les questions filmées qu'on nous a transmises, il y en avait une qui concernait la précarité. Et si on regarde l'évolution, on constate quand même, pour introduire une note positive, que la précarité tend à baisser. Donc, salariés précaires, c'est les contractuels, les CDD et les contractuels et les contrats aidés. Salariés permanents, c'est les fonctionnaires et les CDI sans distinction public et privé et indépendants. Et donc on a plutôt une baisse tendancielle de la précarité au sein des métiers de la formation. Mais vous savez tous qu'un CDI, ça n'est pas forcément pour la vie. Donc c'est une précarité relative. Alors, si on regarde maintenant les types d'employeurs, on a le même éclatement entre un tiers en statut associatif, la moitié en statut privé, et 38% seulement qui travaillent dans un organisme dont la formation est l'activité principale. Et c'est peut-être ça qui est le plus structurant. Donc c'est la NAF 804C, pardon. Donc c'est la formation continue. 25% des cadres travaillent dans un organisme qui est la formation. 42% des formateurs. Alors, si on regarde sur le salaire, on obtient, je vais un peu vite, j'ai perdu ma courbe, elle a disparu. Bon, ben je vais... Ah, zut. Bon. Bon. Alors, le salaire est inférieur, les salaires sont inférieurs à ceux de leur catégorie, c'est dommage que je n'ai pas ma courbe, le salaire est inférieur à ceux de leur catégorie, c'est-à-dire que les formateurs qui sont classés dans les professions intermédiaires ont un salaire inférieur aux professions intermédiaires. Les cadres de la formation qui sont classés dans les professions intellectuelles supérieures, cadres et professions intellectuelles supérieures, ont un salaire inférieur à ceux des cadres, donc moins 300 € pour les cadres et moins 162 € pour les formateurs. C'est le salaire médian. L'évolution entre 1990 et 2008, c'est un décrochage du salaire des cadres vis-à-vis du salaire de leur catégorie dès 1999. Et donc, si on prend en compte la publication de l'ouvrage de Carspar et van der Scher en 1986, eh bien, on constate qu'il y a peut-être émergence d'une identité, autonomie d'un segment, mais ce segment a quand même du mal à défendre sa position et son activité.
le salaire des formateurs est, lui, constamment en dessous de celui des professions intermédiaires. Ce qu'on constate aussi, ce qui est aussi un signe d'éclatement, c'est qu'il y a une extrême inégalité à l'intérieur du groupe professionnel. On a donc sur l'ensemble des salariés un rapport interdécile, c'est-à-dire le rapport entre les 10% qui touchent le moins et les 90% qui touchent le moins, enfin, ou le passage aux 10% qui vont toucher le plus. Un rapport interdécile, c'est comme ça qu'on calcule les inégalités de salaire. On a un rapport pour l'ensemble des salariés de 3,6. Pour les professions intermédiaires de 2,46 et pour les agents de la formation de 4,72. Donc le rapport interdécile est plus élevé sur l'ensemble. Quand on fait ce calcul avec les agents de la formation, on associe des cadres et des non-cadres, et donc c'est normal qu'il y ait une inégalité plus forte. Or, c'est au sein des formateurs et des animateurs de formation continue, tels que les appelle l'INSEE, c'est au sein des formateurs que les inégalités sont les plus fortes, puisqu'elles sont de 4,99. Et ça veut dire donc que certains formateurs ont des conditions plus favorables que d'autres. Donc on a un premier décile qui est à 501 € pour les formateurs et animateurs de formation continue. 520 €, c'est le salaire net mensuel perçu hors temps de travail. Ce n'est pas un calcul à temps complet. Il y a deux manières de calculer les inégalités salariales. C'est le salaire équivalent temps complet ou le salaire net perçu, c'est-à-dire ce que vous avez dans la poche à la fin du mois. Les études de genre ont montré que pour comparer les inégalités entre hommes et femmes, il valait mieux calculer à partir du salaire net perçu, puisqu'il y avait une inégalité dans la distribution de l'emploi et que les femmes étaient de manière privilégiée associées à des temps partiels. Et donc l'inégalité, elle était ailleurs que dans le salaire, mais elle avait un effet sur le salaire. Si bien que là, j'ai fait un peu la même analyse, et en fait, ce qui justifie que le premier décile soit si bas, 500 €, ce qui est bien en dessous du SMIC, eh bien, ce qui justifie que le premier décile soit si bas, c'est le temps de travail. Et le temps de travail est très faible pour une partie assez conséquente de la population. Donc le 500 €, il faut le comparer avec le 1050 € qui est calculé de la même manière et qui concerne l'ensemble des professions intermédiaires. Ça prouve bien qu'il y a un problème d'accès à l'emploi dans les métiers de la formation. Il y a un nombre important de gens qui travaillent moins de 15 heures et donc qui font baisser le revenu.